Voilà, donc une petite présentation. On voit que l'attente est grande au niveau de la profession. Ici, nous sommes 6 témoins qui allons partager des expériences. Je vous propose une rencontre en 2 temps. Nous sommes 6. Nous allons intervenir à peu près pendant 1 heure pour dire un petit peu quelles sont les associations auxquelles nous appartenons. Pour ma part, j'ai un rôle un petit peu délicat cet après-midi, puisqu'il se trouve qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde, mais je suis là aussi au titre de témoin pour l'association Libraires Ensemble, donc je vais essayer de marier les 2 choses. Mais on va commencer peut-être par Nadia Champagne. Nadia, vous êtes libraire à Marseille et membre de l'association des libraires du Sud, c'est ça? Oui. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que pour moi, la mutualisation, c'est une chose essentielle qui est l'avenir de notre métier. Je ne l'imagine vraiment pas autrement. Et du coup, à ce titre-là, en effet, je suis présidente de l'association Libraires du Sud, dont je vais parler brièvement. Mais on va peut-être laisser présenter tout le monde et puis on reviendra sur les... Voilà, mais juste, j'ai aussi plusieurs autres casquettes de mutualisation, plusieurs autres expériences un petit peu différentes, justement. Très bien. Tout de suite à ma droite, Daniel Kwan. Daniel, il est libraire spécialisé BD et il est permanent pour l'association des libraires spécialisés BD. C'est celui que je vais surveiller le plus parce qu'ils ont une telle expérience qu'il en a comme ça sur ses pages. Donc, comme je lui ai dit, on a 10 minutes chacun. Je vais fortement le canaliser. Voilà, donc Daniel Cohen, librairiste super-héros à Paris, mais surtout j'interviens comme délégué du groupement des libraires de bande dessinée. C'est un groupement sous forme de société anonyme coopératif à capital variable. Voilà, moi je ne reviens pas sur ma position. Je vous présente donc Jean-Marie Martin qui est à ma gauche, qui est libraire à Libourne. Oui, libraire à Libourne, président des librairies Atlantiques en Aquitaine. Juste simplement, très rapidement, c'est la plus ancienne association de libraires indépendantes en région, puisqu'elle a aujourd'hui 22 ans d'existence, donc une certaine expérience dans la mutualisation et les échanges d'expériences. Ensuite, Ariane Tapinos. Ariane, elle est libraire spécialisée jeunesse et membre de l'association des libraires spécialisés jeunesse, installée à Bordeaux, je crois. Oui, c'est ça. Donc ma librairie s'appelle Contine et membre depuis sa création de l'association des librairies spécialisées jeunesse. Voilà. À ce titre-là, je siège au syndicat, donc au titre de l'association. Et le reste pour après, je crois. Oui, donc moi, je suis la seule à ne pas être présidente à cette table. Et Philippe Touron. Philippe Touron, c'est la librairie Le Divan à Paris et qui est membre d'une toute jeune association parisienne, me semble-t-il. Voilà, donc moi je représente ici l'association Paris Librairie, qui est une association qui s'est créée il y a un peu plus d'1 an et dont la direction est collégiale et paritaire. Donc je suis le 2e non-président de cette table. Voilà, donc vous avez tous fait les uns et les autres autour de cette table le choix d'adhérer à un groupement, d'adhérer à une association. Dire pourquoi faire? Quel intérêt finalement aujourd'hui quand on est libraire indépendant, et on a souvent tendance à dire que le problème de la librairie c'est que chacun voit midi à sa porte et pense que son problème n'est absolument pas le problème du voisin, et vous semblez penser un peu l'inverse en allant travailler avec d'autres et vous regrouper avec d'autres. Alors Nadia. Oui, donc travailler avec d'autres, et je pense qu'on a tous à échanger, évidemment, sur nos pratiques, quelles que soient nos typologies de librairie, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur zone géographique, et que plutôt que d'être des concurrents, on est plutôt des partenaires, et qu'on travaille en tout cas, on essaye de travailler dans cette dynamique-là. Donc Libraires du Sud est une association qui regroupe aujourd'hui 53 membres, 53 adhérents, libraires de toute taille, tout genre, librairies indépendantes en région PACA. Et c'est vrai qu'on travaille à la fois sur de l'action culturelle, donc de la mutualisation pour faire venir des auteurs et les faire circuler dans plusieurs librairies du territoire, mais aussi sur de l'accompagnement autour des dossiers professionnels et sur des choses très pratiques qui sont liées à la profession. Lesquelles, par exemple? Vous pouvez donner quelques exemples? Par exemple, les questions de transport, vraiment qui sont tout à fait... Enfin voilà, on a une région qui est très élargie, très développée, un territoire qui est compliqué, des coûts
qui sont énormes parce qu'on est loin de Paris et que quand on est à Marseille ou à Aix, c'est pas du tout la même chose que quand on est à Digne, à Gap ou à Forcalquier ou à Nice. Le territoire est vraiment très vaste et très étendu. On a eu des soucis avec les transporteurs, il y a des problèmes de frais, de coûts qui n'étaient pas dans les grilles de la CLIL, enfin bref. Et c'est le genre de choses où, à notre niveau régional, on peut essayer d'intervenir. Ça veut dire que si on rentre dans le concret, essayons de citer quelques exemples sur ce transport qui semble vous tenir à cœur. Vous avez une expérience d'avoir pris un coursier pour différents libraires, des choses de cet esprit-là? Vous êtes passé au-delà de Prism parce que Prism vous semble trop cher? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Par exemple, en relation avec l'Agence régionale du livre, on a fait venir tous les transporteurs qui avaient l'agrément pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur offre et de leurs prestations, exactement, de façon aussi à ce qu'ils puissent dialoguer avec les libraires, parce que généralement on reçoit un papier et on dit sur la grille ça marche, ça marche pas, lui il est plus cher, pourquoi est-ce qu'il est plus cher, quelle prestation en face, etc. Et d'avoir un peu quelqu'un en face pour nous expliquer, et puis avoir les retours des autres libraires qui avaient l'habitude de travailler avec l'un et pas avec l'autre, aussi nous permettait de faire un choix qui était beaucoup plus juste et aussi qui correspondait à chacun d'entre nous. Ok. Daniel, vous avez une grosse expérience à l'Association des libraires spécialisés BD. Alors, combien vous êtes d'adhérents aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 91 librairies, 78 France métropolitaine, 4 dom-tom et une douzaine d'étrangers. Donc aujourd'hui, à la question se regrouper, pourquoi faire Alors, qu'est-ce que disent vos adhérents? Alors, c'est relativement simple. On a décidé de se regrouper pour 2 raisons. Pérenniser nos entreprises et leur permettre de se développer. Donc, les 2 mots à retenir, c'est pérenniser et se développer. Pourquoi faire? Les grands axes, c'était mieux acheter, mieux gérer, mieux vendre et mieux communiquer. Donc là aussi, 4 mots à retenir, c'est pas trop long pour l'instant. La question, c'était sous quelle forme? On était en association, on avait réussi à monter à 135 librairies de bande dessinée en association, mais avec un discours totalement inaudible à la fois des éditeurs qui nous considéraient, malgré notre poids économique, on faisait peut-être l'équivalent actuel de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, on pesait peut-être 15% du marché de la bande dessinée, mais notre discours était inaudible. Et puis dans une association, chacun parle un peu pour lui, décide de parler sans le soumettre au crible d'une analyse pertinente. Et au bout du compte, effectivement, notre discours était totalement inaudible. Donc, comme on butait sur cela, on a pris un consultant extérieur et qui nous a fait partager les différentes formes d'associations possibles, et on a été séduit par le commerce associé. Parce que le commerce associé a 6 valeurs importantes qui nous parlaient vraiment. C'est-à-dire que la première, c'est l'indépendance. L'indépendance à la fois de nos points de vente, mais aussi l'indépendance du groupement, c'est-à-dire que le groupement appartient aux libraires. Et c'est les libraires qui décident pour eux, les décisions sont prises par eux et pour eux. La deuxième valeur, c'est le partage, c'est-à-dire notamment le partage de savoir. La troisième valeur, c'est la solidarité entre les membres, c'est-à-dire, comme disait Nadia, ne pas se considérer comme des concurrents, mais plutôt comme des gens complémentaires. On s'aperçoit, par exemple, que quand une librairie meurt, la librairie d'à côté ne récupère pas 100% de la clientèle. Quand elle en récupère 25%, c'est déjà énorme. Enfin, 25% oui, du chiffre d'affaires de celui qui meurt. Donc, au bout du compte, il y a des gens qui d'être proches peut amener encore plus de clients dans les librairies. La quatrième valeur, c'est évidemment la mutualisation, mettre en commun ce que chacun d'entre nous ne pourrait pas se payer tout seul. La cinquième, qui est très très importante, c'est l'implication des membres. Sur 90 libraires, il y en a 30 qui s'impliquent dans le groupement. Et pour que ces 30, qui s'impliquent fortement dans le groupement, et pour que ces 30 s'impliquent, il faut qu'ils aient un intérêt à s'impliquer. C'est-à-dire que si on compte que sur la bonne volonté, à un moment, la bonne volonté s'émousse, et puis le libraire répond « Écoute, c'est sympa, mais je viens de recevoir 40 cartons, donc le dossier que je dois faire avancer, je ne le fais pas avancer. » Donc, impliquer les libraires, mais leur donner un intérêt de s'impliquer. Et la dernière condition, c'est la démocratie.
C'est-à-dire que dans les groupements associés, un homme égale une voix. Une librairie qui fait 5 millions de chiffres d'affaires a autant de poids qu'une librairie qui fait 150 000 €. Et ça, on trouvait ça très bien comme valeur. Voilà. Donc, on a établi ensuite des binômes, c'est-à-dire que chaque libraire impliqué est soutenu par un permanent. Alors, le permanent se multiplie, évidemment, mais de manière à ce qu'il y ait à la fois un technicien, quelqu'un qui s'interroge sur ce qui se fait ailleurs, parce que regarder ce qui se fait ailleurs peut nous apporter énormément, et puis en même temps, quelqu'un du terrain, parce que ce qu'on voit dans les franchises, par exemple, ce qui les différencie du commerce associé, c'est qu'il y a quelqu'un en haut qui décide, et puis en dessous, on doit obéir. Non, nous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que nos relations, la plupart des 30 libraires impliqués sont des correspondants avec un éditeur particulier ou deux ou un groupe d'éditeurs particuliers et travaillent sur la valeur des produits qui vont ensuite être commercialisés dans notre réseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous balancer des opérations dont on sait très bien qu'elles ne vont pas du tout marcher, mais il y aura eu un libraire qui aura mis son sens du terrain, et le libraire, il n'a aucune envie de prendre des cartons, de les montrer, de faire 0 vente et puis de faire des retours. Hein. Lui, son intérêt, c'est quand même de faire le moins de retours possible. Donc, cette coopération éditeur-libraire nous permet à la fois d'être reconnus par la profession, de peser sur les diffuseurs et donc d'obtenir tout un tas de choses dont on parlera plus tard. Allez, on passe à notre voisin. Donc, Jean-Marie Martin, la spécificité de Libraire Atlantique. Oui, je ne vais pas vous faire l'historique dans un grand détail, mais tout de même quelques points importants. Je crois que ce qui était essentiel pour une association de libraires en région, la structuration passe par la reconnaissance des institutions. D'ailleurs, ce sont les institutions, à la fois État et région, qui ont incité à ce qu'il y ait la création d'une association structurée. Et une fois que l'association était structurée, et c'est normal que les institutions puissent parler à des interlocuteurs représentatifs, eh bien à ce moment-là, on a pu mener des actions avec un travail, je dirais, en toute confiance. Donc sur les 20 ans, il y a vraiment eu un travail qui s'est opéré graduellement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que parfois, et je fais preuve un peu d'immodestie, mais nous sommes un peu cités en exemple, parce que c'est vrai que nous avons essayé de développer un certain nombre d'actions. Ces actions, alors je ne vais pas les reprendre toutes parce qu'il y en a un certain nombre, mais les plus significatives. Je dirais au niveau de la communication, nous avons été copropriétaires avec l'agence ECLA d'une grande campagne de communication et nous étions propriétaires des droits que nous avons cédés gracieusement à d'autres associations régionales de libraires qui reprenaient le slogan « Mon libraire ne vend pas les livres au poids, il donne du poids aux livres ». Et donc ça a été vu, c'était assez lisible. Et vous savez qu'il y a un slogan premier, je dirais, dans le commerce, c'est un slogan élémentaire, vu égale vendu. Et donc, il faut être bien vu. Et je crois que là, en termes de communication, ça a été assez efficace. Enfin, autre sujet, les formations. Les formations, on a construit petit à petit des formations qui ont été des formations à la fois sur la gestion des stocks, sur l'outil informatique, sur le numérique, etc. Et donc, ça sont devenues des choses récurrentes. D'autres actions... Il y en a il y en a deux qui sont très significatives et qui sont intéressantes. Alors, Jeunes en librairie, par exemple, voilà un dispositif qui amène des classes à fréquenter des librairies. Le seul engagement pour le libraire, c'est de parler de son métier. Et pour ça, il y a des budgets qui sont dédiés et que nous reversons aux libraires qui reçoivent des classes. Ça, c'est à l'initiative de votre association ou c'est à l'initiative du conseil régional? Alors ça, ce sont des montages qui ont été faits ensemble, une vraie construction, à la fois avec les institutions, qui sont nos bailleurs de fonds, et qui ensemble, nous impulsons des actions. Mais il y a une action qui est encore plus significative, parce que là, elle touche à l'essence même de ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'économie. C'est une opération qui s'appelle Courant Livre. Alors très très rapidement, cette opération, elle est extrêmement vertueuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle met en place un dispositif de collaboration avec le rectorat, avec l'État, avec la région et des conseils généraux, donc de départements. L'idée étant la suivante: dans des projets pédagogiques extrêmement repérés, bien construits, un établissement se rapproche d'un libraire pour mener, si vous voulez, une opération qui va consister à ce que chaque élève de la classe choisie
est un chèque de 30 € à dépenser dans une librairie indépendante. Ce qui fait que les libraires ont un travail en amont d'aller rencontrer les classes, d'aller en quelque sorte susciter de l'intérêt pour ces gens dont on dit qu'ils sont peu lecteurs, ça s'adresse aux collégiens et lycéens. Et on s'aperçoit qu'avec même des publics dits difficiles, je pense à des publics de classe, j'ai des souvenirs et mes collègues en ont également, de classe de lycée professionnel, et donc des gens pour qui la lecture représente parfois, c'est très loin de leurs préoccupations, eh bien on s'aperçoit, et là c'est assez magique, on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible de mettre en connexion à la fois des gens non lecteurs mais qui ont tous une passion. Et donc, ça prend une saveur particulière, et je dirais que c'est extrêmement vertueux parce que sur l'opération 2013, par exemple, nous injectons 53 000 €, donc qui sont versés à la fois par l'État, par la région et par les conseils généraux sur 2 départements aujourd'hui qui sont la Gironde et la Dordogne. Le dispositif va s'étendre probablement très rapidement aux Landes et nous l'espérons aux Pyrénées-Atlantiques et également au Lot-et-Garonne. Donc là, je parle de ma région. Et je dois dire que les retombées sont extrêmement favorables. Ce dispositif est pérenne, il existe depuis 7 ans et je vous promets qu'il y a un tri qui s'effectue auprès des établissements parce qu'il y a plus de demandes que de possibilités. Et ça, quand on réussit ce genre de dispositif, ce genre de modalités et d'opérations, ben c'est extrêmement important. Et je dois dire que je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être pris et qui peut, sous d'autres formes sans doute, peut-être adapté dans d'autres régions, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut essayer de s'inspirer parce que c'est extrêmement intéressant, surtout que ça se passe dans des mois dits creux. Ces opérations se passent entre février et juin. Allez, je vous coupe. On y reviendra parce que je pense qu'il y a finalement une nuance entre ce qui vient d'être présenté par les libraires LBD, peut-être ce qui va être présenté par la LSJ tout de suite, c'est que vous êtes plus sur un champ de partenariat politique que sur un champ à proprement commercial. Partenariat institutionnel. Allez, on y reviendra, on fera les nuances. Donc, Ariane Tapinos pour les libraires jeunesse. Donc l'ALSJ est une association qui a été créée en 1981 à l'initiative de 2 libraires jeunesse qui étaient Jean-François et Sylvie Sourdet, les propriétaires de la librairie L'Eau Vive à Avignon, et qui en fait, je crois, pour ce qui m'en a été raconté, ont eu le souhait de partager leur expérience de libraires jeunesse dans une période où ces librairies commençaient d'exister. Contine elle-même date de 1978. Et donc ont eu l'initiative d'envoyer une lettre à l'ensemble des libraires jeunesse repérés par des éditeurs, disons partenaires voilà, de cette librairie, pour se retrouver au Salon du Livre de Paris. Suite à cette rencontre, quelques mois ou une petite année plus tard, donc en 82, a été créée la LSJ, qui reste avant tout, il me semble, une association d'échange sur la librairie, mais aussi sur la littérature jeunesse et sur nos pratiques, notre métier, nos envies, etc. J'entendais tout à l'heure Daniel parler des objectifs de Canal BD, acheter, gérer, vendre, communiquer. À la LSJ, c'est pas tout à fait comme ça que ça se définirait, dans ce qu'on met en tout cas en commun. Depuis, donc à sa création, il y avait 29 adhérents à l'association. Il y en a aujourd'hui 52, dont une librairie au Québec. Donc vous voyez bien que et une autre en Belgique, que par définition, on ne peut pas s'inscrire uniquement dans des problématiques, enfin uniquement, c'est pas du tout pour rabaisser ça, bien au contraire, mais dans des problématiques d'achat ou de gestion. On est plutôt dans une réflexion sur la littérature jeunesse au sein de cette association. Est-ce que je vous détaille maintenant ce qu'on fait en commun? Je ne sais pas, oui, un petit peu. Allez-y. Alors, on fait quand même des choses donc, en commun plus concrètement, même si ces échanges sont, à mon avis, vraiment au cœur de notre objet et sont, en tout cas pour ce qui me concerne comme libraire spécialisé jeunesse depuis 10 ans que j'ai repris cette librairie Contine, absolument essentiels, parce que sinon on reste quand même assez isolé.
et qu'il est parfois plus facile d'avoir ces échanges avec des libraires qui pratiquent un métier qui est finalement assez proche du vôtre dans son contenu, mais assez loin géographiquement. Donc du coup, voilà, se retrouver dans ce cadre-là, c'est très important. On se retrouve à peu près 3 fois par an, et 1 fois par an dans l'une des librairies du réseau, ce qui nous permet aussi de découvrir des librairies proches voilà, des nôtres. Donc concrètement, depuis 1986, on organise un prix de littérature jeunesse qui s'appelle le prix Sorcière, que vous connaissez peut-être, qui a commencé au départ avec 3 catégories, albums, romans, documentaires, puis qui s'est un petit peu étoffé avec des premières lectures, des romans pour adolescents, au fur et à mesure en fait des propositions de plus en plus nombreuses et diversifiées des éditeurs. Depuis 1993, on publie une revue qui est la revue Citrouille et qui est pour nous quelque chose aussi de très très important. Donc c'est une revue qui qui fonctionne avec un modèle économique qui n'est absolument pas à suivre, puisque concrètement les libraires de l'association s'investissent dans la revue pour y écrire à la fois des articles, des entretiens, des papiers un petit peu de fond, et puis des critiques, des notices de livres. Ensuite nous achetons, chaque librairie s'engage en entrant à l'association à acheter un certain nombre minimum d'exemplaires de la revue, et ensuite nous l'offrons à nos clients. Donc voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. En revanche, c'est très important dans le lien qu'on a avec nos clients. Les clients en particulier, bien sûr, c'est un cadeau qu'on leur offre en leur expliquant que c'est le fruit d'un travail, d'une réflexion, etc. C'est une manière d'échanger parfois avec eux. Quand on fait des numéros thématiques, ce qui arrive assez souvent, c'est des numéros qui ont une vie assez longue et qui nous sont très souvent réclamés. Voilà. Et puis, bien sûr, dans le cadre des marchés publics, puisque les librairies spécialisées jeunesse ont la particularité peut-être de dépendre encore plus des marchés publics que les librairies générales, et que le travail fait par l'association nous permet, on le valorise au moment des procédures, bien sûr, de marché public, et notamment dans sa visibilité au travers de Citrouille. On fait plein d'autres choses ensemble. On organise depuis quelques années une manifestation qui s'appelle la Quinzaine des librairies sorcières, parce que j'ai oublié de vous préciser que nous sommes des sorcières et des sorciers. On fait aussi des choses plus pratiques sur lesquelles on reviendra peut-être, comme de l'achat de papier cadeau, de poche, comme on dit ici, à savoir des sacs. Voilà, des choses. On achète aussi parfois, on fait des achats groupés mais de choses un peu particulières. Par exemple, avec un éditeur étranger qui va proposer des livres jeunesse qui nous paraissent très intéressants, qui ne sont pas diffusés en France, on va acheter collectivement, voilà, pour nous permettre de proposer ces livres dans nos boutiques, ce genre de choses. Très bien. Philippe, pour l'association parisienne, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des libraires vous rejoignent dans cette association-là plutôt qu'une autre, ou plutôt que pas du tout ? Plutôt que pas du tout, en fait. Parce que finalement, je pense que le témoignage que peut apporter Paris Librairie est très lié à la situation géographique de l'association et de la zone de chalandise. L'association est née il y a 1 an de rencontres informelles entre libraires qui d'abord étaient insatisfaits éventuellement des associations ou des représentations que l'on pouvait avoir ou des groupements que l'on pouvait avoir autour de nous et de la représentation de notre métier. Ensuite, on avait tous collectivement plusieurs expériences qui, à Paris, sont très, je pense, très, très particulières. La zone de chalandise à Paris est très dense, elle est très compacte, et c'est là où il y a le maillage le plus dense de librairies. Donc, de facto, nous avons tous des clients en commun. Par exemple, le Divan a, depuis de nombreuses années, une carte de fidélité avec les librairies Arbre à Lettres. C'était un petit signe, et... c'est pas que le carte de fidélité est un objectif pour cette association, mais on savait déjà qu'on avait des clients communs. À Paris, souvent, vous avez quelqu'un qui va habiter dans le nord de Paris, travailler dans le sud et avoir 2-3 librairies, mais qui sont, pour le coup, géographiquement, à 5 ou 10 minutes de transport en commun. Nos libraires, au quotidien, pratiquaient déjà le service client grâce à des outils de Dilicom, Datalib et Mediabase, c'est-à-dire quand nous n'avions pas une référence, proposer au client l'endroit où la trouver le plus vite. Bien souvent d'ailleurs le propose parfois même avant la commande. Donc fort de ces constats et aussi d'une statistique qui pour nous était vertigineuse, à Paris c'est l'endroit à la fois où vous avez le plus de librairies et c'est l'endroit où on achète le plus en ligne de produits et de produits culturels en particulier. Bon, pour des raisons sociologiques évidentes, mais c'était quand même pour les libraires un constat pénible. Du coup, nous nous sommes dit que l'association allait avoir pour but essentiellement
d'accroître par tous les moyens possibles la visibilité de la densité de ce réseau et la force de leurs assortiments, aussi larges ou aussi pointus qu'ils puissent être. Et la première des hypothèses et puis des choix, ce que nous avons mis en place, a été de donner à nos clients la possibilité de voir nos stocks sous un nom générique Paris Librairie, à nous de le faire connaître le plus possible. Cette possibilité était déjà le cas pour la plupart des sites de libraires, mais certains adhérents n'avaient pas de site, par exemple, en ayant leur stock informatisé, et se sont retrouvés avec une visibilité de leur stock et des réservations qu'ils n'avaient pas du tout avant, et la possibilité de communiquer là-dessus avec leurs clients. Je crois que le sentiment qui a aussi été à la base de tout ça, c'est la certitude pour nous tous que garder des clients dans le commerce physique, c'était la priorité, et qu'ils nous sont reconnaissants de ça. C'est-à-dire que le rendu de service, quand on lui dit « vous l'avez là à 5 minutes ou à 3 stations de métro », c'est un client on rend un service à un client et on le garde comme ça. Au point où nous en sommes actuellement, nos projets sont de finir de financer l'application sur l'Apple Store, l'application pour l'Android, et surtout en deuxième partie d'année, puisque le but n'est pas uniquement de faire connaître un site ou une application, mais de faire connaître l'existence physique des magasins, va être d'être présent sur des réseaux sociaux, des supports de médias et, la clé de tout quand on est à Paris, les transports en commun, c'est-à-dire arriver à donner aux Parisiens une visibilité de la cartographie de la librairie parisienne. Voilà. On reviendra peut-être dans un second temps sur les projets, vos développements pour vos différentes associations. Je me permets, moi, de prendre maintenant la parole au titre de Libraires Ensemble, et je vais faire mienne, en fait, un petit peu les différentes initiatives de Daniel à côté de moi. Libraires Ensemble, c'est aujourd'hui une association qui regroupe 37 librairies généralistes sur l'ensemble du territoire français. Et le but, c'était bien de gérer. D'abord, j'ai l'habitude de dire, on est plus intelligent à plusieurs. Et c'est vrai que ça a été dit à plusieurs reprises à cette table. Le partage des expériences, c'est le début de la mutualisation. C'est-à-dire qu'on a tous des problèmes sur lesquels on bute, qui sont exactement les mêmes que ceux du petit voisin d'à côté. Et en général, il a trouvé une solution. Et pouvoir se dire les choses, c'est quand même une belle manière d'avancer plus vite et de gagner du temps. C'est aussi un partage de nos chiffres, de l'ensemble de nos chiffres qu'on fait remonter dans un système qui a été développé au cours de l'année dernière. Et là, on a un outil informatique qui nous permet de faire remonter le chiffre d'affaires de l'ensemble des adhérents, le stock, le nombre de références présentes, et ainsi de monter des opérations de partenariat avec des éditeurs, opérations de partenariat commercial privilégiées, et de se mettre des objectifs de manière à aller chercher là aussi de la rémunération pour nos entreprises. Ça fait partie des sujets qui vont être abordés et qui sont abordés durant ces 2 jours. Comment trouver de la marge dans nos librairies? Eh bien, nous avons trouvé cette solution-là, monter des opérations de partenariat privilégiées. C'est aussi mieux vendre, et pour mieux vendre, connaître notre clientèle. Nous proposons à nos adhérents des enquêtes sorties de magasin 1 fois par an, ainsi que des enquêtes de notoriété. C'est-à-dire que l'enquête sortie de magasin est menée par des enquêtrices qui se positionnent à la sortie du magasin et qui questionnent les gens qui fréquentent la librairie. L'enquête notoriété est faite à l'aveugle sur des panels de gens de la région et donc de manière téléphonique pour savoir comment est perçue la librairie par des gens qui la fréquentent ou qui ne la fréquentent pas. Et enfin, Libraires Ensemble, qui travaille avec une agence de communication, propose à ses adhérents des campagnes d'affichage, des campagnes de co, des campagnes 4x3, et qui accompagnent souvent les thématiques des catalogues qui sont distribués 3 à 4 fois par an. Voilà un petit peu pour vous présenter rapidement cette association. J'ai envie de revenir vers les différents intervenants pour leur dire, à court, moyen terme,
aujourd'hui, vous avez développé des outils. Comment voyez-vous l'évolution de vos associations? Est-ce qu'elles restent en l'état? Est-ce qu'elles restent statiques? Ou y a-t-il encore des voies à ouvrir qui permettent d'aller plus loin? On a un petit peu évoqué la question des achats. Est-ce qu'aujourd'hui, la centralisation des achats est quelque chose de possible? On parle effectivement d'amélioration des marges. Est-ce que c'est une des voies qu'il faut explorer? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment le vivez-vous au sein de vos différentes associations? Daniel. Disons que je n'ai pas encore pu parler des actions du groupement, alors que tous mes petits camarades les ont déjà parlé, ça va m'éviter enfin, je vais juste nommer certaines. Nous, le principe, on est parti du constat qu'on a entendu ce matin, le libraire est pauvre, donc il faut que toutes les actions ne lui coûtent pas un sou, ou tout au moins le moins possible. Donc à chaque fois qu'on va faire une action, qu'on va mettre en place un outil, il va falloir qu'il s'autofinance d'une manière ou d'une autre et que le libraire n'ait rien à payer. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Le deuxième principe étant effectivement les binômes, connaissance du terrain, connaissance, expertise extérieure. Alors, quelle action menons-nous? La première des actions, c'est d'abord, quand on est un groupement, alors c'est une marque. C'est-à-dire, je vois Paris Librairie, les librairies sorcières, nous c'est Canal BD, être reconnu par une marque. La deuxième option, c'est d'assurer la sérénité aux membres du réseau. C'est pour ça que nous, on a négocié des remises unifiées. On est totalement contre la double peine, c'est-à-dire qu'un petit chiffre d'affaires est déjà pénalisé par le fait qu'il fait un petit chiffre d'affaires. L'enterrer avec une petite remise, ce n'est pas une idée très bonne. Voilà, donc chez nous, la remise est la même pour un libraire qui fait 150 000 € et pour un libraire qui fait 2 millions d'euros. Ensuite, on a été négocier des remises très fortes. C'est-à-dire qu'on voulait des remises qui nous permettent de bien vivre de nos librairies, de pouvoir les développer, de pouvoir les pérenniser, de pouvoir en faire des lieux, je dirais pas misérables comme on peut voir parfois. Et je rappelle quand même quelque chose qu'a dit Ariane. Là, on parle de la mutualisation et des intérêts de la mutualisation. Ça ne nous empêche pas d'être des libraires. Tout ce que je dis, mieux acheter, mieux vendre, mieux gérer, mieux communiquer, n'enlève pas notre rôle de libraire. Au contraire, nous permet de mieux l'exercer. Alors, les remises unifiées, évidemment, et les remises fortes, on a été les négocier en échange de quantitatifs et de qualitatifs organisés. Parce qu'on s'était aperçu qu'en association, notre qualitatif, les éditeurs, les diffuseurs n'en avaient rien à faire. C'est-à-dire qu'on faisait à peu près le même boulot qu'on fait maintenant, mais ce n'était pas organisé. Chacun faisait un petit peu les choses avec son métier de libraire. Explique-nous, c'est important ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre un libraire qui fait bien son métier et qui est tout seul, et puis le fait qu'il soit représenté par l'association et que du coup il arrive à avoir une remise négociée? C'est tout simple, c'est la visibilité que tu donnes à l'éditeur sur la mise en place de ses produits ou au diffuseur sur la mise en place de ses produits. Et puis aussi, c'est tout un tas d'outils de partenariat. C'est-à-dire que pour nous, le côté libraire méritant, c'est un truc qui nous insupporte. Donc déjà, le système des remises unifiées nous évite de passer notre temps à aller voir un diffuseur pour savoir s'il va nous mettre plus 0,5 ou moins 0,5 cette année parce qu'on était meilleur ou moins bon. Ça, c'est un temps qu'on a énormément perdu, alors qu'on devrait plutôt parler de livres avec les éditeurs et de vente avec les diffuseurs. C'est l'objet de chacun. Et quand on arrive à bien se comprendre sur des sujets comme ça, on peut avancer. Alors, ça, c'était donc la première base qui nous a permis de nous unifier. Et puis, des diffuseurs et des éditeurs ont cru dans ce qu'on leur amenait. Et ils n'ont pas eu tort parce qu'en 2011, on a progressé de plus 8,7% par rapport en 2010 en chiffre d'affaires. En 2012, on a progressé de plus 7,2%. Vous progressez à nombre d'adhérents. À périmètre constant. Voilà. Je précise, à périmètre constant. Et cette année, depuis le mois de janvier, on est à plus 5,6% à périmètre constant. Donc évidemment, nous, on représente dans la bande dessinée un poids entre 11 et 12%. Virgin, c'était 7%. Quand Virgin meurt, ça fait mal. C'est-à-dire que 7% s'en vont d'un coup. Si chez nous, une librairie ne va pas bien, de toute façon, il y en aura 3 autres qui vont arriver et l'incidence ne se fait pas sentir. Donc ça aussi, les diffuseurs, les éditeurs l'ont compris, que confier tous ces intérêts qu'à des gros clients, c'était peut-être pas la bonne solution et qu'il valait mieux trouver. Mais par contre, ils ont besoin de gens organisés et leur fournissant des outils. Tu dis 3 autres vont arriver, c'est parce que vous avez beaucoup de demandes de libraires pour adhérer.
Et en découle la question, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un niveau de nombre d'adhérents qui sera à saturation et qui ne vous permettra plus d'absorber des adhésions? Alors là, tu anticipes la fin du sujet, mais effectivement, nous, on sait que on a laissé, pendant 5 ans, on s'est transformé en groupement en septembre 2007, on s'était donné à peu près 5 ans pour installer tous ces outils. Et ensuite, mais surtout, notre but, c'est pas, on n'est pas une franchise, on ne va pas chercher des gens pour qu'ils nous ramènent de l'argent. L'argent, le groupement appartient à ses associés, c'est-à-dire les libraires. Donc, ce qu'il faut, c'est que des gens viennent avec une volonté de coopérer, de partager, d'échanger, hein, et c'est donc eux qui viennent vers nous. Sauf qu'on avait aussi, quand on est passé du stade d'association au stade de groupement, il y a 60 libraires qui ne nous ont pas suivis. On est passé de 135 à 75. Il y avait 30 qui ne pouvaient pas nous suivre pour des questions juridiques, c'est-à-dire des librairies d'éditeurs, des franchises, par exemple le groupe Album, des groupes capitalistiques comme Album, il fallait des libraires indépendants. Et puis il y a à peu près 30 indépendants qui ne nous ont pas suivis. Aujourd'hui, il y en a 15 qui sont morts et 15 qui ne vont pas très très bien. Ces 30 libraires, on leur avait laissé la possibilité de revenir dans le groupement. C'est-à-dire de se dire, on se laisse une marge de temps où on ne va pas aller sur leur territoire essayer d'inciter des libraires à s'installer dans la bande dessinée. Cette période est maintenant finie et il y a des villes, par exemple Bordeaux, il n'y a pas de libraire Canal BD à Bordeaux, il y a des villes où on va inciter des libraires, quand ils voudront s'installer, à utiliser toutes les armes du groupement pour s'installer dans ces villes-là. Donc on n'a pas, dans un premier temps, il fallait qu'on assure une cohésion, parce que vous connaissez tous les libraires, chacun a son idée sur la question, et chacun a des égos parfois un peu surdimensionnés, et donc d'arriver à calmer tout ça, ça nous a pris bien 2 ans avant que ça ne parte pas dans tous les sens. Et puis, il fallait aussi que la trésorerie des libraires s'améliore, que leur marge s'améliore, parce que ces remises unifiées ont permis en gros, pour les grosses librairies, de gagner 1% de marge à peu près, ce qui est quand même estimable, et qui était déjà au taquet plus haut, donc en allant chercher de la surremise. Et puis, aux petites librairies, de gagner entre 5, 6, parfois 7% de marge. Et évidemment, petit à petit, ils ont pu se payer, rendre vivante leur librairie, embaucher et développer leur chiffre d'affaires. Donc... Allez, Daniel, je te coupe, oui. Sinon il faut qu'on continue notre tour de table et puis qu'on garde un peu de temps pour les questions du public. Du côté de Nadia, l'évolution donc de l'association des libraires du Sud, comment vous la voyez? Nous, on axe vraiment le travail auprès des institutions pour avoir des aides directes envers la librairie indépendante, parce que pour conserver simplement un maillage territorial important. C'est-à-dire en fait, vous vous rapprochez relativement de la démarche des libraires atlantiques. Voilà, tout à fait. En fait, excuse-moi Jean-Michel, mais si ça t'embête pas, j'aimerais parler d'autre chose que de libraires du Sud, parce que en fait, comme on est plusieurs associations de libraires autour de la table, ça me semblait important aussi de parler d'une autre expérience qui me semble du coup permettre d'avoir des points de vue un peu différents. Aussi parce que c'est une expérience qui est tout à fait nouvelle, qui n'existe pas à ma connaissance, en tout cas en France. On est 3 libraires marseillais, une petite, moi, une moyenne et une grosse, à s'être associés, pas sous forme d'association justement, mais associés de façon capitalistique, puisque nous avons créé une nouvelle SARL, une nouvelle société, pour créer et gérer 2 nouvelles librairies. En fait, cette année, Marseille est capitale européenne de la culture. Et à cette occasion-là, on avait la possibilité d'ouvrir 2 nouveaux points de vente, 2 nouvelles librairies. L'une qui est destinée à être éphémère et l'autre qu'on souhaite pérenne. Voilà, ça me semblait important en tout cas de partager cette expérience-là avec vous, parce que c'est aussi une autre façon qui est Et pourquoi une librairie éphémère? Parce que le lieu est éphémère. C'est un lieu qui vraiment a ouvert, qui est un lieu d'exposition qui ouvre uniquement pour l'année capitale et qui sera fermé à la fin de l'année, qui sera récupéré par le vieux. Les 3 librairies, tu peux nous dire sensiblement le profil? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés pour créer cette nouvelle société? Alors, les 3 librairies, donc c'est nous, l'Histoire de l'œil, on est vraiment dans les petites librairies, on fait moins de 300 000 € de chiffre d'affaires. Il y a la librairie L'Odeur du Temps, qui est une excellente librairie à Marseille, qui fait autour de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et la librairie Maupetit, qui est une librairie Actes Sud, qui est la librairie historique de Marseille, qui, j'ai pas son chiffre d'affaires en tête, mais vous imaginez la grosse librairie de Marseille, enfin une des grosses librairies de Marseille. Et ce qui fait qu'on s'est associés, qu'on s'est retrouvés, c'est vraiment une question humaine.
C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois la possibilité qui nous a été proposée et qu'on a proposée de façon collégiale au sein de l'association Libraire à Marseille, et qu'on a eu envie tous les trois de partir dans cette aventure-là et d'y aller ensemble. Après, c'était compliqué pour les autres, soit parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de s'y engager, soit parce qu'ils ne le pouvaient pas financièrement, soit parce que le projet ne les intéressait pas. Donc on est partis tous les trois dans cette histoire-là. Et ce qui est intéressant, enfin, à mon sens, c'est que même moi qui suis la toute petite librairie, on peut se dire... alors oui, une chose à préciser, un détail qui a son importance, c'est qu'on est tous les trois associés à part égale. Enfin, c'est nos librairies qui sont associées à part égale. Et ça peut sembler parfois un peu étrange. En même temps, c'était important que cette entité soit vraiment indépendante et qu'elle n'appartienne pas plus à l'un qu'à l'autre, aussi pour des questions de décision. Et qu'en même temps, ce qui nous plaisait dans ce projet-là, c'était justement de pouvoir mettre en commun et de pouvoir partager, mutualiser nos expériences, nos connaissances, qui ne sont pas du tout les mêmes, parce que tous les trois, on ne fait pas le même métier. On a vraiment des façons d'aborder la librairie qui sont très très différentes, avec voilà, des connaissances spécifiques, des spécificités. Et du point de vue économique, par exemple, est-ce que le fait de créer une structure où vous êtes à 3 en parité va vous permettre d'avoir... Vous aurez donc des achats dans cette nouvelle structure. Est-ce que vous allez pouvoir, si vous avez de bonnes conditions dans cette néo-structure, vous rétrocéder des ouvrages à des meilleures conditions pour vos structures déjà existantes qui vous permettraient d'améliorer votre économie? Non, en fait, c'est pas du tout l'objet. C'est pas l'objet. C'est-à-dire que vraiment, l'idée est de faire fonctionner ces librairies comme, enfin, en tout cas celle qui sera de pérenne, manière autonome. De façon autonome. Voilà, avec une équipe qui est sur place. On s'occupe de la gestion, on chapeaute, mais il y a une équipe qui est sur place et on n'est pas là pour, voilà. Enfin, par exemple, moi qui ai les plus faibles remises, pas partout, mais chez la plupart des fournisseurs, je ne vais pas aller récupérer auprès de la salle des machines, puisque c'est son nom, des livres pour avoir une meilleure remise. Ce n'est pas du tout l'idée. Par contre, ce qui nous intéressait, et c'est là aussi, enfin, ça me semblait important d'échanger là-dessus, c'est que bien sûr, on a réussi à négocier que les remises au moment de l'ouverture, au moment de la création, soient alignées sur les plus grosses de nos remises, donc sur celles de Maupetit. Donc un jour, vous allez être un peu jalouse quand même de ce que vous avez dans une librairie et que vous n'avez pas dans la vôtre. Sauf que j'espère que les fournisseurs seront suffisamment intelligents pour voir que j'ai aussi été l'initiative de ce projet avec mes 2 confrères et que peut-être qu'il faut qu'ils aident un petit peu la petite à sortir la tête de l'eau. On a compris le message dans la salle. Hein. On revient vers les libraires atlantiques. Vos perspectives, votre développement, est-ce qu'il y a encore des choses à inventer? Est-ce qu'il y a encore des libraires à fédérer? Mais heureusement qu'il y a des choses à inventer. D'abord, on pratique un merveilleux métier. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que je l'exerce et je suis loin d'être rassasié. C'est un véritable bonheur de faire ce métier. Et donc, on a du bonheur à vendre. Enfin, je veux dire, dans des périodes de crise, ne soyons pas larmoyants. Soyons au contraire très positifs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aux librairies atlantiques, 2-3 esquisses de projets qui nous tiennent à cœur. Mais, bon, je ne vais pas revenir sur un échec d'un portail qui est mort-né, mais nous travaillons actuellement sur un projet aquitain. Donc c'est dans les cartons, on y travaille, donc j'espère que ça verra le jour, ou du moins qu'on pourra partir là-dessus en 2014. Alors du coup, moi je vais vous provoquer un peu. Pourquoi réfléchir sur un projet aquitain quand on voit qu'effectivement il y a eu un projet qui est mort-né, mais qu'il y en a d'autres qui existent, je pense au libraire.fr ou autre, et pourquoi ne faire le choix de réfléchir à autre chose, de réinventer quelque chose, alors que semble-t-il, il y a des projets qui existent, les libraires.fr, la librairie.com, qui pourraient éventuellement être ceux qui fédèrent la librairie dans son ensemble. Qui pourraient, mais qui le feront peut-être pas. Enfin, on peut avoir aussi, on peut réfléchir aussi à un outil. Enfin, je veux dire, il y a. Bon, je ne veux pas revenir sur ce dossier, mais il y a eu de telles attentes. Ça fait partie des choses de fédération, donc on peut y revenir. De telles attentes et telle déception que. Quand même, on est en droit de se poser des questions. Et ça, c'est une véritable question fondamentalement qu'on doit se poser. Quel est le bon niveau d'étiage? Est-ce le régional ou national? Et objectivement, on est toujours en perplexité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir aussi à des dispositifs, à des actions qui sont menées régionalement, mais qui peuvent polliniser ailleurs, quitte à devenir nationales.
Autre chose également, nous réfléchissons pour 2014 à quelque chose qui tiendrait de l'accompagnement dans des reprises de librairies ou accompagnement, générationnel, anciens libraires, jeunes libraires. Et moi, je pense qu'il ne faut pas poser ça d'un point de vue vertical. D'ailleurs, on n'est pas dans la verticalité de l'expérience. Vous savez que l'expérience, c'est la lanterne qui éclaire nos talons. Et donc, on n'a pas non plus à travailler uniquement vers celui qui sait avec 35 ans de pratique et le jeune qui arrive et qui ne sait rien. Moi, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus nuancées, qu'on a tout à apprendre horizontalement les uns des autres. Et je pense que c'est dans cette perspective d'échange d'expérience permanent que nous devons avancer. Nous allons, générationnellement, nous allons transmettre un métier, avec des pratiques, avec des expériences. Mais ce métier, aujourd'hui, il est bousculé, on le voit bien, il évolue. Et les attentes de nos jeunes confrères sont un peu différentes. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Moi, je suis jeune libraire, je suis décomplexé. Eh bien oui, mais moi, je pense que ça, c'est une vraie question, ça, c'est une vraie problématique. Et tant mieux qu'il y ait des jeunes libraires qui osent dire ça à des vieux barbons. Je veux dire, c'est ça qui va également faire que la librairie va être dynamique, qu'elle va trouver du souffle, un souffle différent sans doute. Donc moi, je suis extrêmement positif pour le métier. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il mettre en place des dispositifs, avoir une vraie réflexion collective et une réflexion mutuelle. Et je pense que dans mutuelle, il faut prendre ça d'un point de vue sémantique au sens de la réciprocité. Oui, je m'engage, mais en m'engageant, j'attends, mais j'apporte. Et le principe même fédérateur des associations, des groupements, c'est que nous sommes des passionnés, nous devons nous engager. Notre engagement, il ne peut pas être de très longue durée, on doit avoir un renouvellement, donc on doit toujours travailler sur ces problématiques de renouvellement. Et enfin, il y a une chose essentielle. Les groupements et les associations peuvent développer des actions que si elles ont les moyens humains de le faire. Et les moyens humains, ça passe par de véritables compétences aujourd'hui de gens qui sont des délégués et qui font le travail que ne peuvent pas faire des libraires. Les libraires sont des gens qui donnent beaucoup de leur temps, etc., mais qui doivent être relayés par des véritables compétences. Très bien. La LSJ, vous nous avez parlé de différentes choses, les sorcières, le citrouille, etc. Tout ça existe depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous développez des nouveaux produits, des nouvelles offres à vos adhérents ou vous bâtissez sur l'acquis ? Ni produit ni offre, mais je voudrais juste préciser une petite chose parce que je me rends compte que quand même j'ai oublié une chose importante tout à l'heure et c'est le mot marque qu'employait Daniel tout à l'heure. La LSJ, je pense que ça constitue une marque et que c'est à ça qu'on a abouti dans ce chaudron de discussion et d'échange que constitue l'association. Et c'est à la fois une marque qui est reconnue par les éditeurs et notamment bien sûr les éditeurs spécialisés jeunesse avec qui du coup on entretient quand même bien souvent des relations privilégiées. Et également par les professionnels du livre et les professionnels de l'enfance. Donc c'est quand même enfin, c'était l'objet de l'association et je pense que c'est un objet qu'on a largement atteint, un objectif. Les projets de l'association, comment vous avez produit ou service, c'est ça ? Service, offre à vos adhérents, parce que finalement, un adhérent aujourd'hui, il vient chercher du plus, non ? Alors peut-être que si on n'est pas très 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 nombreux à la LSJ, alors même que les librairies spécialisées jeunesse ont connu une... Enfin, il y en a de plus en plus. Il faudrait peut-être que des libraires qui ont rejoint l'association disent pourquoi ils l'ont fait. C'est peut-être parce qu'on est assez exigeant sur ce qu'on demande aux gens qui adhèrent à l'association en termes d'engagement, vraiment dans nos discussions, dans nos échanges, et que finalement, ce qu'on propose en face, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire cette richesse d'échanges qui nous fait... Enfin, c'est aussi une forme de formation permanente. Moi, je suis libraire depuis 10 ans. Je pense que j'aurais pas pu faire ce métier comme je le fais maintenant si je l'avais pas fait accompagné par des libraires de l'association. Donc voilà, il y a un aspect vraiment de formation mais il n'y a pas un retour sur investissement en matière de produits ou de... Voilà, Est-ce qu'il y a une cotisation pour entrer ? Oui, il y a une cotisation, plus qui est calculée selon notre chiffre d'affaires. On a eu plusieurs méthodes, mais la dernière méthode en date, c'est celle-ci. Plus un nombre d'exemplaires de la revue Citrouille qu'on est obligé d'acquérir. Et ensuite, il y a une charte qui nous lie tous ensemble, qu'on doit respecter. Et puis aussi des échanges du type, on a presque tous des blogs, des sites, etc.
ultra, donc faire connaître sur les blogs ou sites des confrères. Il n'y a pas un site. Si, j'allais y venir, on a un site commun. Donc juste pour finir là-dessus, donc les blogs et sites se renvoient les uns aux autres, hein, donc une manière de montrer notre présence et nos échanges au niveau du territoire. Et puis un blog commun qui est le blog de Citrouille, sur lequel, alors qui est en refondation, donc voilà, dans les projets, qui est en train d'être complètement renouvelé. Et qui proposait jusque-là et continuera sans doute de proposer donc des critiques, des dossiers, voilà, tout ce qui fait notre travail à nous. Et on aimerait, enfin, la LSJ, c'est un lieu de discussion permanent, vous l'aurez compris, donc avec parfois des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place, à émerger, mais une des idées qui court depuis maintenant quelques temps dans nos discussions, c'est trouver des choses qui... si vous voulez, qui nous donne, enfin, qui marque notre spécificité le plus possible. Comme ce que j'évoquais tout à l'heure, proposer des livres étrangers, des choses un peu pointues, voilà, des choses un peu qui sont vraiment propres à notre, qui accentuent en fait notre spécialité, proposer des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment des choses vers lesquelles on voudrait aller. Ça sera la richesse. Et si on va vers des ventes possibles sur le blog ou pas, puisque c'est une réflexion qu'on a eue à de très nombreuses reprises, c'est plus peut-être vers proposer là aussi des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs, c'est-à-dire pas être un énième site de vente en ligne qu'on n'a pas les capacités matérielles, enfin de faire fonctionner, mais plutôt proposer là des choses qui sont du livre d'art, du livre, voilà, des choses un peu particulières. Et puis on a un projet très concret qui devrait voir le jour l'année prochaine, de réédition d'un ouvrage jeunesse qu'on avait beaucoup aimé au sein de l'association et qui devrait pouvoir se faire avec le soutien de ses auteurs, enfin bon, avec peut-être la proposition de proposer des rencontres autour de ce livre dans l'ensemble de nos librairies, voilà, des choses comme ça. On essaie tout le temps d'inventer de nouvelles choses, mais dans ce cadre un peu particulier qui est notre marque de fabrique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas aussi à faire complètement différemment. On a rencontré il y a quelques années les libraires de Canal BD, parce qu'on était quand même assez fascinés par ce qu'ils obtiennent, des éditeurs notamment, par leur force voilà, comme réseau. Mais on n'est pas encore du tout à ce type de structuration à la LSJ. Philippe Touron, vous, votre association, elle est jeune, donc je pense que quand on est jeune, on a encore de l'ambition et des projets de développement. Quels sont-ils pour vous? Sa jeunesse fait que l'association est quelque part encore en période de recrutement, puisque elle doit comporter actuellement sur le site, il doit y avoir les remontées de stock de 57 ou 59 librairies, ça évolue tous les jours. Elle a pour vocation de regrouper les librairies labellisées, les librairies de qualité à Paris, mais aussi évidemment nos confrères spécialisés comme le Dragon Savant par exemple, des librairies jeunesse ou des librairies BD qui nous ont sollicités. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous élargir à autre chose que des librairies généralistes? Oui, en restant sur de la librairie de qualité, mais aussi à autre chose en termes de zone géographique que Paris, puisqu'on a commencé sous le nom de Paris Librairie, d'abord parce qu'il était plus simple et plus facile de communiquer dessus, qui correspondait aux pratiques d'achat de nos clients. Mais en fait, la région Île-de-France et en tout cas toutes les municipalités et les librairies qui sont irriguées par le métro ou le RER sont concernées en fait. Nous avons des clients qui sont à Montrouge, à Clichy, et donc nous allons maintenant faire bon accueil aux demandes de libraires de région ou aller en solliciter quelques-uns. Nous le faisons aussi parce que, je tiens à le souligner, dans le début de cette aventure, on a été quand même très soutenu par le CNL, encouragé par notre syndicat, mais soutenu aussi par la région. Ça, donc, c'est la période, on peut dire, de continuité de l'étoffe de l'offre. Entre nous, c'est vrai que nous avons très vite parlé de besoins de formation. La plupart ont des pratiques professionnelles ou des fois des outils mis à disposition par les diffuseurs, des niveaux de connaissances différents. Donc on pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. À l'échelle de Paris, on peut se poser la question aussi de l'utilisation commune de coursiers et évidemment, comme les associations plus matures, d'emballage. Je voudrais juste aussi faire un petit aparté sur le livre numérique, puisqu'on n'en a pas parlé. Finalement, sur ces assises, nous en parlerons beaucoup moins qu'aux précédentes.
Sur le site de Paris Librairie, il est possible pour un client d'acheter du livre numérique et de l'acheter au bénéfice de la librairie de son choix qui se trouve répertoriée dans l'association. Qu'elle fasse du livre numérique ou pas, cette prestation est portée par Ipagine. Elle nous permet d'abord d'augmenter l'attractivité du site, et puis d'une certaine façon de prendre le temps d'impliquer sur le dossier des libraires qui, par manque de temps parfois, des fois par peur, n'ont pas eu l'opportunité encore de s'emparer de ce dossier, qui, même s'il ne représente pas un chiffre d'affaires important, dans les pratiques d'achat de nos clients, est extrêmement, extrêmement important et sur lequel je pense que nous ne sommes pas tous assez vigilants quant aux pratiques des diffuseurs et des vendeurs de livres numériques. Donc c'est un axe de travail. Ce n'est pas l'axe de travail prioritaire, mais on va le garder aussi près de nous pour revenir et pour finir. Vraiment le cœur de notre projet par rapport à ceux de nos confrères, par exemple la BD, où il y a quand même une communauté d'assortiment très particulière qui rend le dossier peut-être un peu particulier. Nous, la clé reste rendre visible la librairie. Moi, par exemple, mon rêve serait que sur la deuxième partie de cette année, on arrive à instaurer une campagne d'affichage sur les couloirs de métro, sur des stations principales, où il y a une cartographie de la librairie du quartier de qualité proposée. Voilà. Je pense que rendre visibles les magasins et ensuite laisser les adhérents faire leur travail de qualité comme ils savent le faire. Très bien. Pour ce qui est des libraires ensemble, je vais faire court, de façon à ce qu'on se garde aussi un temps de parole et d'échange entre nous. Comme le disait mon voisin, il faut des permanents. Nous avons la chance d'en avoir 2 permanents qui effectivement soulagent énormément le travail des libraires. C'est un choix que Libraires Ensemble a fait il y a maintenant 3 ans, d'embaucher une déléguée générale et quelqu'un qui travaille plus spécifiquement également autour de la publication et de la fabrication des catalogues. Ces 2 personnes sont là parmi vous ces 2 jours, puisque nous avons fait le choix également d'avoir un stand durant ces assises, et je pense qu'elles seront très très heureuses de vous accueillir, que vous passiez les rencontrer. Elles vous développeront beaucoup mieux et de manière beaucoup plus longue que ce que j'ai pu le faire cet après-midi, les actions qui sont celles de notre groupement. En tout cas, nous, c'est notre nom et nous pensons effectivement que nous sommes beaucoup plus forts ensemble et que plus nous serons nombreux dans cette perspective-là et plus nous renforcerons le poids de la librairie indépendante et le poids qu'elle aura sur l'ensemble du territoire pour défendre les livres que nous aimons. On va donc passer à la partie questions-réponses. Je pense que vous-même, vous avez des expériences peut-être de mutualisation dans d'autres associations. Vous avez peut-être des expériences à nous partager. Vous avez peut-être des questions par rapport aux différentes personnes qui sont autour de cette table et par rapport à ce qu'ils ont pu dire. Donc, il y a des micro-baladeurs. Il y a des gens du théâtre qui sont là avec des micro-baladeurs. Et nous allons donc vous passer la parole. Y a-t-il quelques questions ? C'est l'heure de la sieste. Ne me faites pas croire qu'on a répondu à tout. Ou que... Alors, où est-ce qu'on voit un bras ? Oui. Au milieu. Au milieu. Ici, est-ce que vous me voyez ? Oui, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui, donc je suis Odette Roquette, déléguée de l'association LIRA, les libraires indépendants en région Auvergne. Et nous sommes avec la présidente Florence Vidal, qui est un petit peu derrière moi. Nous nous sommes inscrites à cet atelier parce que, en fait, la mutualisation est l'objectif premier de notre association, qui regroupe en Auvergne une trentaine de libraires. Cette mutualisation est devenue notre objectif premier. Pourquoi ? Parce que nous avons fait un constat que les libraires partageaient à peu près tous les mêmes problèmes. Nous en avons déterminé un certain nombre, c'est-à-dire, par exemple, le besoin d'avoir des outils de gestion pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa librairie. Donc, constat également que chaque libraire a un expert comptable et nous nous sommes rendus compte que les coûts des experts comptables étaient vraiment très différents d'une librairie à l'autre. Donc, nous sommes dans la réflexion de dire pourquoi ne pas mutualiser un expert comptable.
Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la formation ou la réflexion sur le numérique. En ce moment, je pense qu'on patauge un peu parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a envie d'être moderne, on a envie d'avancer, mais même si nous, localement, avec la région, nous y réfléchissons depuis 2 ans, on n'a encore pas trouvé de solution. Mais en entendant les différentes réflexions dans les ateliers, là, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est plutôt que l'association porte, comme pour Paris Librairie, porte un site internet où il puisse y avoir de la vente et aussi une visibilité de toutes les librairies participant à cette aventure. Le troisième point, c'est aussi le constat que les libraires, vous le savez tous, un libraire n'a pas le droit d'être malade, il n'a pas le droit pour beaucoup de prendre des vacances. Et puis, s'il a un surplus de travail, c'est galère pour finalement trouver une aide. Bon. Donc, nous avons préparé un dossier que nous avons présenté dans le cadre d'un dossier européen. Nous venons d'apprendre que ce dossier européen va nous permettre de recevoir une subvention pour de l'ingénierie, justement, sur la création d'un groupement d'employeurs. Alors, c'est une expérience, on va faire un test. Ce financement européen va nous permettre de voir si ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez embaucher des gens pour remplacer au besoin au coup par coup dans des librairies, c'est ça l'objectif ? Absolument. C'est-à-dire que le but aussi, c'est aussi de créer des emplois parce qu'il y a des compétences. Il y a des jeunes libraires, il y a des jeunes qui sont formés dans les métiers du livre et on se rend compte que c'est peut-être une façon aussi de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes pour faire des remplacements, etc. Donc, ce seraient des gens qui seraient embauchés par association et qui interviendraient en fonction des besoins ou ce seraient des pigistes, entre guillemets ? Non, ça serait... en fait, on a 18 mois pour réfléchir à la forme de ce que pourrait être ce système. Est-ce que c'est l'association qui va le porter et qui recruterait effectivement des personnes ? Est-ce que c'est un groupement d'employeurs au sens juridique avec tout ce que cela implique ? Un GIE ? Est-ce que ça peut être une coopérative ? Voilà, nous sommes vraiment dans la réflexion à l'heure actuelle et on se dit que si on peut être un laboratoire, puisqu'on parle de mutualisation, ce que nous souhaiterions, c'est savoir déjà s'il y a d'autres expériences ailleurs, dans d'autres régions, s'il y a d'autres pistes et ensuite... On va peut-être donner la parole aux associations atlantiques ou aux associations de Marseille, pour savoir si dans leur région, ils ont fait des choses de ce type-là. Non, Odette... Je te salue, mais non, nous, on n'a pas d'expérience de ce type. Par contre, je sais que vous, en Auvergne, vous avez une vraie réflexion. Je voudrais juste ajouter, parce que peut-être que tu ne vas pas en parler, mais je pense que c'est aussi important, c'est... en Auvergne, ils ont un véritable souci aussi sur le désenclavement, c'est-à-dire comment faire que l'édition parisienne, au niveau de la diffusion, vienne visiter toutes les librairies. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des territoires aussi qui sont relativement exsangues, donc qu'ils puissent avoir des fonds européens. Moi, je trouve que c'est une façon de rétablir une disharmonie à la fois géographique et économique. Oui, parce que je pense qu'effectivement, ça ressort un peu de toutes les discussions qu'il peut y avoir là depuis ce matin, c'est qu'il y a des structures qui aident les librairies. Elles sont parisiennes, bien souvent, et elles ont un regard parisien. Alors, quand je dis ça, c'est un petit peu agressif, mais c'est volontaire. Parce que quand un libraire d'Auvergne demande une aide, bien souvent, voilà, il est renvoyé dans ses
ces 22. Dans ces foyers. Dans ces foyers. Bon, alors, tout ça pour dire que non seulement il est parfois difficile... On va essayer de faire court si on veut donner la parole à d'autres personnes, mais s'il vous plaît. il est parfois difficile pour des petits libraires de se faire entendre par ces structures. Et en plus, sur le plan régional, il faut constater qu'il y a une disparité. Les différentes associations régionales ont des partenaires à peu près identiques, c'est-à-dire la DRAC, la région, et parfois d'autres, des collectivités locales, des conseils des départements, etc., des communautés de communes. Mais en fait, les budgets qui sont attribués à chacune de ces associations est complètement différent. Donc effectivement, pour terminer sur l'Auvergne, je dirais que compte tenu de nos difficultés de libraire, le métier il est le même partout, mais en plus il y a des difficultés effectivement pour le transport, pour la diffusion du livre, et en plus on est quand même difficile pour certains, difficile d'accès. Mais on note bien, et on va conclure peut-être là, que vous vous battez et que vous trouvez des solutions quand même. Voilà. Et vous avez même trouvé de l'argent, ce qui est quand même fantastique. Je ne sais pas si dans la salle, il y a Marion Le Goisgols ou Caroline Kernen pour leslibraires.fr. J'aurais aimé avoir peut-être leur témoignage sur ce projet, qui est quand même un vrai projet de mutualisation. Oui, c'est Caroline que j'aperçois là. On va lui amener un micro. Juste là, en plein milieu, je l'aperçois. Voilà. La jeunesse du projet, Caroline, et où en est-on du développement? Qu'en est-il aujourd'hui? Libraire.fr, nous aussi, donc nous tenons un stand, donc n'hésitez pas à venir me consulter dès ce soir ou demain, toute la journée sans problème. Parlez bien proche du micro, Caroline. Et est-ce que vous m'entendez correctement? Pas trop bien. Bon, encore plus près alors. C'est mieux comme ça. J'entends que je m'entends et que vous m'entendez du coup. Donc le projet leslibraires.fr a quelques années déjà, c'est une émanation du site de la librairie Dialogue qui a des années et des années d'expérience en matière de vente en ligne, que ce soit en réservation en librairie ou en vente à domicile, donc en expédition. Et donc leslibraires.fr propose une possibilité de géolocalisation des offres de toutes les librairies indépendantes, qu'elles aient déjà un site internet ou pas, sur un portail commun qui s'appelle leslibraires.fr. Leslibraires.fr qui se propose aussi, et c'est déjà le cas sur notre site, de vous fabriquer techniquement toutes les solutions dont vous avez besoin. J'entends bien vos besoins de communiquer, des besoins associatifs, des besoins locaux, des besoins territoriaux ou des besoins de librairie qui auraient plusieurs points de vente. Vous propose aussi de faire des sites internet portail à votre enseigne, à vos couleurs en fait. Donc ça existe déjà, pas besoin d'aller chercher des solutions techniques coûteuses et essayer de réinventer ce qui existe déjà, on le fait. Mais ça veut dire, Caroline, qu'aujourd'hui une association qui voudrait un site qui lui soit un peu spécifique, qui mutualise ses 25, ses 30, ses 40 adhérents, peut faire une espèce de niche ou pas? Oui, absolument. Je reviens juste sur notre offre. Donc, du coup, il y a cette possibilité de géolocalisation, donc soit sur le site national leslibraires.fr, soit effectivement sur un site possiblement local. Donc, c'est faisable. Et un site internet, donc je vous donnerai tous les détails, mais ce qui est important de dire, c'est que nous aussi, on a été soutenus par le Centre national du livre et par l'interprofession dans son ensemble, je le crois. Un site internet par mois, pour un libraire, donc une librairie adhérente, ça coûte 50 € par mois, tout compris. Pour une librairie, je tiens à le dire, parce que depuis ce matin, j'entends beaucoup de coûts qui, effectivement, pris en charge par une seule librairie, peuvent paraître prohibitifs, mais lorsqu'on se mutualise, et c'est l'objet de cet atelier, on arrive à des coûts qui sont beaucoup plus supportables, y compris par une petite librairie. Et je finis avant de passer la parole à Sylvie Maillet pour les librairies Fontaine, qui nous a rejoint justement sur cette idée d'avoir plusieurs offres en regard sur un même site. J'en finis pour dire qu'il y a les problèmes de coûts et il y a les problèmes de temps à consacrer chacun à un site internet. Et en l'occurrence, on a trouvé aussi des outils mutualisés de dossiers, de contenus éditoriaux, de commentaires, de vidéos d'écrivains, etc., qui font qu'on arrive aussi à résoudre certains des problèmes qui font que tenir un site internet, ça peut en effet être chronophage. Donc le témoignage des librairies Fontaine. Oui, Sylvie Maillet, librairie Fontaine. Je voulais juste préciser qu'il est possible de faire partie de plusieurs plateformes, de plusieurs
d'être en réseau à plusieurs niveaux. Donc je fais partie... Peut-être ça vaudrait la peine que vous redisiez un peu qui sont les librairies Fontaine. Oui, Combien y a-t-il de librairies? Il y a 7 librairies Fontaine. Elles ont été créées il y a une quarantaine d'années par mon père et monsieur Christian Bon. Et donc, au départ, elles se veulent de la mutualisation de coûts en termes de coursiers, en termes d'achat, en termes d'emballage, de cartes de fidélité, de papier cadeau. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important, enfin, dans notre économie de nos librairies, parce qu'on a réussi à réduire un certain nombre de coûts. Donc ça, c'est un premier niveau de la mutualisation de mes librairies. Et ensuite, j'ai fait partie, une des premières, les 10 premières librairies adhérentes de libraire.fr, parce que leur souplesse dans la fabrication du site m'a paru très importante. Leur base de données était une excellente base et leur coût était un coût tout à fait modeste. Donc aujourd'hui, je suis contente d'avoir ce site-là où mes librairies sont tout à fait visibles, le stock est visible, la façon dont on peut alimenter les dossiers, les coups de cœur, les nouveautés, etc. C'est d'une utilisation hyper facile, parce que j'ai fait partie des déçus 2001, donc je précise. Et d'autre part, ça ne m'empêche pas de faire partie d'une plateforme qui s'appelle aussi Paris Librairie, et où le plus d'endroits possible où le stock remonte, le mieux c'est pour la librairie. Donc je trouve que c'est important. Donc vous multipliez les outils en fait, en oui. essayant de diffuser, si on peut dire. C'est ça, oui, en essayant d'être visible à tous les niveaux, au niveau régional, mais il me semble qu'il est important aussi d'être visible au niveau national et d'avoir un portail national. Ces outils, vous les utilisez plus comme un service ou finalement comme un outil associatif où vous allez partager de l'expérience avec d'autres libraires? Alors c'est une bonne question. Je les utilise essentiellement pour du service et pas tellement pour du chiffre d'affaires. Mon but, c'est pas de vendre sur Internet, même si la solution, les libraires.fr, tout à l'heure j'entendais le libraire de Levallois expliquer que sa solution de vente en ligne était très coûteuse, elle ne l'est pas avec libraire, mais oui, c'est plus en termes de service rendu à mes clients pour qu'ils aient une visibilité de nos librairies sur Internet. Et que, voilà. Y a-t-il d'autres témoignages, d'autres expériences de vie collective en librairie que vous aimeriez partager? Vas-y. Bonjour, donc, je m'appelle Stéphane Aymon et je voudrais parler d'un groupement qui s'appelle Initial, dont je suis le président. Donc, je suis libraire à La Rochelle et à Niort. J'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui, je ne voudrais stigmatiser personne, mais quelqu'un a dit que les groupements existants, des groupements, non pas les groupements régionaux, ni des associations régionales, étaient parisiennes et qu'elles étaient difficilement accessibles, alors que le groupement Initial, à ce que je sache, est un groupement... Je pense que c'était plus une réflexion au titre des pouvoirs publics, d'après ce que j'ai compris. Ce n'était pas tant sur les associations existantes. Donc j'ai mal compris. Donc je voulais juste rappeler qu'Initial est un groupement de 36 librairies, de toutes petites librairies jusqu'à des librairies importantes, puisque la librairie Maupetit, qui a été citée tout à l'heure, en fait partie. Et que ce groupement existe depuis maintenant plusieurs années, qu'il est l'émanence de l'œil de la lettre qu'un certain nombre de libraires ont connu, et que nous nous sommes dotés d'outils. Alors, pour l'instant, nous sommes loin de Canal BD, qui pour l'instant est un modèle pour un grand nombre de groupements, mais nous sommes dotés d'outils, il me semble, de catalogues, d'outils de promotion, qui sont importants et nous avons innové, me semble-t-il, puisque depuis peu, nous sommes dotés d'un fonds d'aide au soutien de nos librairies en difficulté. Donc en interne, c'est-à-dire? En interne, oui. Alors on ne se substituera pas au grand pouvoir que la ministre va nous promettre demain, évidemment, mais à des difficultés de trésorerie provisoires, l'association répond rapidement, alors sur un examen précis, il y a un prévisionnel qui est demandé. C'est-à-dire vous avez créé un fonds de réserve? Oui, un fonds de réserve. Une association peut le faire, ça ne vous pose pas de problème de statut juridique là? Juridiquement, c'est possible. Donc, mais on reste sur des sommes très, très, très modestes. Et moi, je voudrais, et je conclurai, moi j'ai créé ma première librairie en 2006 et l'autre en 2008. Simplement, si je n'avais pas participé à ce groupement, aux travaux de ce groupement, si je n'avais pas
entendu l'expérience de chacun, des aînés, aussi de jeunes libraires, vous avez raison de le dire. Je n'en serai pas là, c'est sûr et certain. Hein. Et j'invite tous les libraires à ne jamais rester seuls, quoi. Il faut aussi rejoindre des associations régionales. Je suis aussi président de l'association des libraires en Poitou-Charentes. Il y a toujours une expérience à entendre, elle est toujours riche et aussi à rejoindre les travaux du SLF quand on le peut. Alors c'est difficile, on ne peut pas se multiplier en 2, en 3, mais je crois que on peut craindre que la librairie meure, mais elle mourra certainement de rester seule. Hein. D'autres témoignages? Je voulais ajouter quelque chose. Nous, on s'aperçoit dans notre groupement qu'avant, où il fallait à peu près 5 à 7 ans pour atteindre son potentiel de vente, les nouveaux libraires qui arrivent mettent entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire que ce qu'on mettait, ils vont beaucoup plus vite à atteindre un chiffre d'affaires qui leur permet de développer leur librairie très rapidement. Comment tu expliques ça ? Par tous les outils que leur fournit le groupement. Je n'ai pas cité les outils de centralisation dont on a parlé d'observatoire des ventes qui permettent d'analyser les ventes et de les analyser d'une manière offensive ou défensive, des magazines qui permettent de relayer le nom des librairies, du notre portail internet qui a le même objectif et il coûte 0 € pour nos libraires, hein, même pas 50 € par mois, c'est 0 €. Le modèle financier, c'est pour que ça ne coûte rien aux libraires. Donc la maintenance est assurée par un petit pourcentage sur les ventes. Voilà, donc, et ça, c'est vrai que de se regrouper, de rester tout seul, c'est la faillite assurée. On le voit dans tout le reste du commerce. Hein, il n'y a pas de raison que la librairie échappe aux règles qui prévalent pour tous les autres. Allez, un petit mot de conclusion des gens autour de cette table. Allez, un dernier bras qui se lève, je prends la parole et après on conclut. J'aurais bien aimé dire quelque chose. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais... à partir de ce qui vient d'être dit, bien évidemment. Alors, je suis Jean-Luc Riot, accompagné de mon collaborateur José Molinaire, les passeurs de texte à Troyes, Champagne-Ardenne, célèbre dernièrement pour les crues de Troyes, qui ont failli noyer la ville, mais qui ne l'ont pas noyée. Mais petite région, la Champagne-Ardenne, puisque nous sommes retrouvés avec le conseiller aux livres et à la lecture de la DRAC Champagne-Ardenne, et nous sommes la seule librairie qui représente cette région qui est petite. De savoir qu'il y a autant d'associations, ce que nous savions à peu près tous, des groupements, des associations, des fédérations, montre que les libraires, depuis des décennies, se sont regroupés, ont pris la mesure des partages d'expériences. On a entendu que certains, c'est plus en direction des libraires, que d'autres, c'est plus en direction de leur clientèle. Bref, avec ce qu'on a pu entendre ce matin, le but visé est quand même que les librairies perdure et qu'il y ait une clientèle qui continue à nous visiter, que nous puissions continuer à faire notre métier. Alors ma question, c'est à partir de ces propositions, enfin, de ces représentants emblématiques de groupements dynamiques, et il y en a d'autres, on a entendu la dame de l'IRA, ne pensez-vous pas que vous représentez au niveau national une force aux fins de faire entendre aux institutions d'État qu'il faut absolument réfléchir et vite pour qu'une nouvelle loi, en tout cas pour qu'une réflexion importante soit développée aux fins de mettre fin au règne d'Amazon. Parce que, vous l'avez entendu ce matin, 97% des achats en ligne se font sur Amazon. Et personnellement, je ne crois pas du tout que les libraires, même s'ils créent des sites de vente en ligne, pourront rivaliser avec cette superstructure internationale. Je conseille à toutes les personnes présentes ici qui ne l'auraient pas lu de lire le livre qui est sorti chez Fayard en Amazonie, où on comprend bien comment ça fonctionne, et où on a aussi toutes les précisions sur leur progression, ce qu'ils ont programmé. Car alors on en entend beaucoup parler de la vente en ligne, il est incontournable de dire que le port gratuit, c'est un contournement de la loi Langue. C'est évident. Alors je sais très bien, je n'ignore pas que le syndicat des libraires a perdu en première instance, en appel, mais il nous faut revenir, et je pense que toutes les associations et les groupements qui existent en France sont un pouvoir additionné pour faire entendre aux instances, pourquoi pas d'État, et pourquoi pas à Madame la ministre de la Culture demain, qu'il faut absolument y réfléchir. Je vous rappelle, et j'en terminerai là, qu'au XVIIIe, il a fallu qu'un
intellectuel de la Renaissance qui s'appelait Diderot écrive la lettre sur le commerce de la librairie pour que le roi statue. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, entre autres, le dumping fait par les imprimeurs hollandais allait mettre à bas les libraires éditeurs français. Je pense que ce n'est pas parce que nous avons perdu, quand je dis nous, c'est l'entité professionnelle, le premier procès contre Amazon, qu'il faut s'arrêter là. Amazon en plus, et je le dis avec force et avec énervement parce que nous sommes nombreux à le penser, cette superstructure qui ne paye aucun impôt et qui touche des subsides nationaux. Non mais, monsieur, on connaît bien vos arguments et je crois que dans l'ensemble, on les partage dans cette salle. La preuve, les applaudissements sont là. Là, le sujet était celui de la mutualisation en librairie et vous avez raison, on représente des forces. Cette question et celle du SLF, elle est portée par le SLF et l'ensemble de nos associations ou groupements ici présents, en général, adhèrent au SLF et font partie des combats. Et c'est un combat qui est mené. Et je pense qu'on peut rendre hommage à toute l'équipe dirigeante du SLF. Ils ne baissent pas le flambeau et ils vont au combat. On sait, on est pressé, on a toujours quelques impatiences, on aimerait que ça aille plus vite. C'est éminemment difficile. Je pense que Mathieu de Montchanin est quelqu'un qui saura vous l'expliquer mieux que moi. Les combats politiques sont des combats longs et compliqués. Mais moi, je veux rendre hommage au combat qui est mené ici par le SLF. Allez, en conclusion, Jean-Marie Martin. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, cette interpellation est intéressante. Simplement, je voudrais dire que je voudrais donner un exemple. Aux librairies Atlantiques, nous avions des procès en cours contre les espaces culturels Leclerc, notamment. Et on s'est rendu compte qu'une association régionale qui portait des procès contre des gens qui disposaient de la loi à leur guise, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que ça nous engluait dans des dispositifs juridiques compliqués, ça nous coûtait beaucoup d'argent et ça pouvait mettre en difficulté des libraires locaux qui étaient directement concurrencés par Leclerc. Donc, quand j'ai pris la présidence et le conseil d'administration a suivi, c'est-à-dire qu'on a transféré, et je pense que c'est normal, on a transféré tout ce qui était juridique au niveau du syndicat qui est habilité à porter. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en veille, mais simplement, il y a aussi des choses, et là, je suis d'accord avec vous, le rapport de force, il peut être institué collégialement, collectivement, mais il y a aussi des choses qui doivent être portées par le SLF. Alors, une dernière chose que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, je parlais de la dimension régionale, et bien, voyez-vous, nous avons créé, ici même à Bordeaux, en janvier 2009, la Fédération des associations régionales de libraires. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un peu le cas des libraires qui sont isolés. Eh bien, une association, elle a besoin aussi d'échanger avec l'association, par exemple, d'Auvergne, avec l'association des libraires de Midi-Pyrénées, de Poitou-Charentes, etc. Et donc, nous sommes, nous, libraires indépendants, nous ne devons pas être isolés dans nos réflexions, parce que le doute s'installe. Et je dois dire que pour en terminer d'une manière, pour ma part, un peu optimiste, c'est vraiment par le collectif et par les échanges permanents que l'on peut avoir de la confiance. Et la confiance, vous savez que tous les économistes vous le disent, c'est une des données essentielles de la consommation. Merci. Voilà, avant de nous séparer, on a tenu l'heure et les différents intervenants voudront bien m'excuser si je les ai un peu coupés ou si je les ai un petit peu accélérés. Et puis vous-même, peut-être de temps en temps, avez-vous été un peu frustré qu'on n'aille pas au fond des questions. Mais tous les intervenants sont là à votre disposition tout le week-end. Vous allez pouvoir échanger avec eux. Une petite annonce. Les librairies Mola et la Machine à lire, donc nos deux confrères de Bordeaux, ouvrent ce soir entre 18 et 20h, donc maintenant, pour vous accueillir, pour que vous puissiez aller voir leur librairie, les visiter et puis prendre des idées peut-être. Donc Mola, c'est 91 rue Porte d'Igeot, le tramway, c'est Gambetta, et la Machine à lire, c'est 8 place du Parlement, le tramway, c'est place de la Bourse. Et donc, vous avez un pass dans vos petites sacoches, vous avez tramway gratuit tout le week-end. Voilà, merci de votre attention.